Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Berthe Florence YMELENOUAZI. Travail social et sida en Afrique. Au cœur des souffrances, 2010. Cyriaque Geoffroy EBISSIENINE. La problématique de la santé et de la maladie dans la pensée biomédicale. Essai sur la normalité chez Georges Canguilhem, 2010. Toumani Mendy, avec la contribution de Mamadou Alassane Ndiaye, L'illusion démocratique en Afrique, 2010. Joachim de DREUXBREZE, L'accession à l'indépendance de l'Afrique équatoriale française, 2010. Yao Edmond Kwasi, Habermas et la solidarité en Afrique, 2010. Abdoulaye Kane, Tontine, Caisse de solidarité et banquier ambulant, 2010. Essai à Mouzou, Le développement de l'Afrique à l'épreuve des réalités mystiques et de la sorcellerie, 2010. Régine Levrat, Culture commerciale et développement rural. L'exemple du coton au Nord Cameroun depuis 1950, 2010. Nguema Minko, Gabon, L'unité nationale ou la rancune comme mode de gouvernance, 2010. Sébastien Dossa SOTINDJO, Cotonou, L'explosion d'une capitale économique, 1945 à 1985, 2009. Divine KAMENUMEY, Le mouvement de la réunification des WE, 2009. Gaston Jonas KOUVIBIDILA, La fuite des cerveaux africains, 2009. Essai à Mouzou, L'Afrique 50 ans après les indépendances, 2009. Solène Lardou, Le mariage au mail témoignage, 2009. Gisèle Fotso, L'enseignement de l'arabe au Cameroun, 2009. Jean-Emmet NODEM, Vente de médicaments à la sauvette à l'Ouest Cameroun, 2009. Alexei Jones, L'institutionnalisation de la participation de la société civile dans les politiques de développement, 2009. ELISADIGH, Afrique, le continent pillé. Atout handicap, perspectives et propositions, 2009. Avant-propos. L'ouvrage sur le mythe du développement durable est édité à une période de l'histoire de la vie des sociétés africaines, caractérisée par des conditions d'existence pénibles où la crise socio-économique se déploie encore et tarde à dire son dernier mot. Depuis la période des indépendances jusqu'à ce jour, d'innombrables projets ont été initiés aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain pour tenter de réduire les maux dont souffrent cruellement les hommes et les femmes. Ces nombreux projets de développement, exécutés à coups de millions de dollars dans les villes et villages, n'ont pas permis de sortir les habitants de l'ornière. La preuve en est que la pauvreté a au contraire gagné du terrain et a rendu les déshérités plus démunis que par le passé, en raison notamment de l'initiation des politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui ont causé plus de dégâts qu'ils n'en ont résolus. Plus tard, les effets de la dévaluation du franc CFA sont venus alourdir les peines des populations au sud du Sahara sans la prévention des mesures d'accompagnement dans certains pays. Les travailleurs de la fonction publique ne savent plus comment survivre, comment joindre les deux bouts, tandis que les pauvres paysans gémissent encore sous le poids des prix exorbitants des matières de première nécessité au point de négliger l'utilisation ou la consommation de certaines denrées alimentaires comme les boîtes de conserve et les articles importés. Mais, à la grande surprise des victimes de la crise économique, les organismes de développement et les pouvoirs publics en Afrique noire crient sur tous les toits la politique de développement durable qui, jusqu'à ce jour, n'a existé que de nom. La raison en est que très peu de projets de développement ont pu donner l'opportunité aux communautés de souffler ou d'améliorer leurs conditions d'existence. En effet, du développement durable, on n'y a fait que des publicités sans lendemain. Alors la question est simple et sans ambiguïté. Doit-on redéfinir de nouvelles orientations pour démarrer des actions réellement porteuses d'espoir pour les populations déshéritées, ou doit-on continuer à crier développement durable, sans être en mesure de démontrer en quoi ce concept sans action pragmatique reste durable? En tout cas, j'y vois un mythe qui ne dit pas son nom. L'auteur. Introduction. L'une des questions fondamentales que posent aujourd'hui les âmes sensibles en Afrique
est bien de savoir si les efforts consentis ici et là sont réellement porteurs d'espoir au point où l'on peut affirmer sans risque de se tromper que les milliards de dollars injectés dans l'initiation des projets de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations ont effectivement permis de sortir les déshérités de l'ornière. Si la réponse est négative chez d'autres comme elle l'est chez moi, alors avouons clairement que la politique du développement durable tant prônée ces 10 dernières années n'aura été qu'un leurre, un mythe que l'on s'emploie à entretenir au niveau des instances internationales et des pouvoirs publics africains. Le salut de l'Afrique doit-il être lié aux initiatives incertaines et aux discours démagogiques? L'Afrique est-elle réellement en voie de développement? L'Afrique peut-elle décoller? Face à toutes ces questions, aucun analyste ou penseur n'a pu jusqu'à ce jour apporter une ou des réponses apodictiques, c'est-à-dire convaincantes. D'aucuns ont soutenu à grand renfort d'érudition que la mentalité des Africains était prélogique, souffrant d'une tare congénitale, elle ne pourrait pas se développer. Il faut donc leur apporter le développement. D'autres ont affirmé que l'Afrique était mal partie, et qu'il fallait la remettre sur les rails. Il s'agit là de René Dumont, l'un des spécialistes des questions africaines. D'autres encore ont affirmé qu'il fallait pour l'Afrique appliquer un développement humain durable et intégré. Mais toutes ces analyses n'ont pas apporté grand-chose à l'Afrique. Si pour René Dumont l'Afrique est mal partie, c'est justement parce que l'Afrique n'est pas partie d'elle-même. C'est l'Occident qui l'a poussée à partir contre son gré, en voulant lui imposer des modèles de développement à imiter. C'est pourquoi ces modèles ont partout ailleurs fait leur preuve d'échec. Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins et il apparaît clairement que la notion de développement est devenue un mythe. En effet, l'Afrique, comme l'écrivait ce pessimiste, n'est pas encore en voie de développement, elle est en voie du sous-développement, ATADENANGUIT 2007. Cette affirmation, loin d'être gratuite, trouve sa justification dans le fait que malgré le nombre pléthorique de projets de développement initiés çà et là en Afrique, malgré le nombre important d'aides au développement en faveur de l'Afrique, elle semble être toujours au point de départ. L'analyse des résultats des stratégies de développement présente elle aussi un bilan sombre et décevant même si certains de ces résultats sont apparemment positifs. Ceux-ci voilent et engendrent des problèmes plus graves avec le temps. De nombreux experts en développement ont à travers leurs ouvrages et rapports justifié l'échec de ces stratégies de développement, d'une part par leurs caractères autoritaires ou par leur caractère inadéquat aux réalités du terrain, d'autre part par une négligence ou une mauvaise gestion des responsables des initiatives. Pourtant, les nouvelles stratégies mises en place par les experts contemporains ont pour objectif de rompre avec l'éternel sentier battu en impulsant un nouveau rythme à l'Afrique. Mais ces efforts n'ont pas contribué à l'épanouissement des populations africaines et au décollage de l'Afrique. C'est justement ces inquiétudes qui ont fait dire Herbias dans son ouvrage intitulé « Enquête en milieu rural sahélien », ACCT, Conseil international de langue française, 1981, que l'histoire même récente, c'est-à-dire depuis l'indépendance, est déjà encombrée de ces ambitieux projets où les milliards s'engouffrent sans que la situation de la paysannerie s'améliore. Toutefois, les sociétés rurales africaines ne constituent plus depuis longtemps déjà une terra incognita. Et puis, les agronomes qui s'aventurent en milieu paysan autrement que pour distribuer des recettes techniques totalement déconnectées des conditions de production. Comme l'affirme l'auteur, ce sont surtout les milieux ruraux africains qui souffrent des affres de la faim et de la misère matérielle. Comme un paradoxe, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les milieux ruraux qui produisent la nourriture pour les centres urbains, et c'est dans ces milieux ruraux que se localise le siège de la pauvreté. Cette situation s'explique par le fait que les paysans africains vivent essentiellement de l'agriculture, et celle-ci est tournée vers la production des cultures d'exportation. Il est donc clair que l'introduction du système capitaliste dans la production agricole a fait plus de mal que de bien aux Africains, et les conséquences ne sont plus à démontrer. Le paysan africain vit un drame car non seulement le sol duquel il tire la grande partie de ses ressources de subsistance est devenu presque improductif, parce que surexploité mais aussi insuffisant. Ainsi, de nos jours, le paysan africain n'arrive plus à manger à sa faim et à vendre ce qui lui reste de sa production comme auparavant. Par ailleurs,
Cette situation est imputable au fait que l'augmentation de la population rurale africaine entraîne inéluctablement la réduction des espaces cultivables. Des milliers de jeunes ruraux, pleins de dynamisme, sont sans terre. Les fonctionnaires et autres petits bourgeois des milieux urbains sont venus arracher les domaines fonciers aux paysans à vil prix. Ce sont des terres confisques en quelque sorte et inexploitées, c'est-à-dire laissées pour compte alors que des jeunes en souffrent cruellement, leurs parents les ayant bradées aux citadins pour répondre à quelques aléas de l'existence. Ces jeunes sont parfois obligés de migrer vers les villes pour grossir une armée de réserve déjà existante, et se livrer parfois à des actes illicites pour survivre. Il revient donc aux gouvernements africains de prendre des mesures en vue d'encadrer les jeunes ruraux en mettant à leur disposition de nouvelles terres pour qu'ils s'y installent en vue de pratiquer l'agriculture. Cette politique suppose que l'implantation des ruraux sur de nouvelles terres doit nécessairement être accompagnée de mesures adéquates pour promouvoir le développement rural. Ces stratégies visent essentiellement à favoriser l'adaptation de ces ruraux aux nouvelles conditions du milieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate en Afrique. Le plus souvent, les jeunes quittent leur village pour plusieurs raisons. Les infrastructures socioculturelles sont inexistantes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre voie en dehors des champs et le marché. Les sols sont trop pauvres et leurs productions alimentaires sont très faibles. Les terres qui existent sont non seulement insuffisantes mais également font souvent l'objet de dissensions interindividuelles. Ainsi, à cause de tous ces facteurs, les ruraux, chassés de leurs terres ou partis d'eux-mêmes, envahissent les villes ou vont s'installer dans des domaines réservés à l'État, des réserves de faune par exemple, malgré les contraintes qui s'y imposent. Dans ces nouveaux milieux, ils sont abandonnés à leur propre sort. S'ils ne sont pas chassés par l'État, celui-ci ne s'intéresse à eux que dans la mesure où il introduit dans ces milieux les cultures d'exportation, contraignant encore le monde rural à vivre dans le cercle infernal de la faim et de la pauvreté. Pour le reste, ce sont les ONG qui viennent au secours de ces gens en vue de tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Mais ces institutions aussi n'arrivent pas toujours à résoudre adéquatement les problèmes que rencontrent quotidiennement les paysans. Alors la question est simple. Comment expliquer la persistance de la pauvreté dans nombre de pays africains, malgré l'initiation de tant de projets pour la réduction de la misère matérielle? Le DEVELOPPEMENT et le DEVELOPPEMENT durable. Quelle perception? Le développement en question. Inspiré des écrits philosophiques et économiques des périodes précédentes, le paradigme du développement va, selon Gilbert Rist, 1996/70, atteindre sa maturation au XIXe siècle avec l'avènement de l'évolutionnisme. Le développement des économies occidentales va alors prendre l'allure d'une voie normative. Marx et Engels sont convaincus que le capitalisme est un passage obligé pour parvenir au communisme. C'est à l'issue de la divergence entre marxistes et populistes russes à partir des années 1870, et à la fin de la vie de Marx qu'il faudra voir celui-ci réhabiliter des possibilités de progrès de certaines structures économiques précapitalistes, pour que les penseurs socialistes se penchent sérieusement sur un choix entre plusieurs modes de production et voies de développement. On retrouvera ces discussions quand s'élaboreront des stratégies de développement répondant aux économies peu articulées du tiers-monde, un domaine qui constitue par le biais de la théorie de l'écodéveloppement une des sources de la notion de développement durable. Auparavant, le développement devra prendre du temps pour passer d'un sens passif à un sens actif. Si les économistes néoclassiques et keynésiens assimilent généralement souvent les problèmes du développement à l'étude de la croissance et des imperfections du marché à des échelles nationales ou internationales, de nouvelles réflexions vont se focaliser sur les spécificités du non-développement qui ont cours dans certaines régions du monde. Ainsi, s'expliquent les efforts répétés de la part de ces hétérodoxes pour explorer les contours de ce qui pourrait être un autre développement. Le développement, un concept sujet à réflexion. La notion de développement, comme l'entendent les économistes, est fortement influencée par les sciences du vivant. Cette influence procède de la transposition analogique à la société humaine de la marche vers la maturité d'un organisme biologique, de l'embryon à l'âge adulte, à l'image d'une ou des lois naturelles d'eux. Du point de vue social,
Cette norme est symbolique de la révolution industrielle anglaise et plus généralement par l'historique des sociétés occidentales. La notion de développement prend donc l'allure d'une symbolique de l'évolutionnisme social et acquiert un caractère normatif et obligatoire. Ainsi doit être entendue l'émergence de l'expression sous-développement, dans un discours de Harry Truman en janvier 1949. Cette innovation terminologique, note Gilbert Rist, 1996/123, donne lieu de placer les différentes sociétés dans une continuité substantielle. Certaines nations sont en avance, d'autres sont en retard, mais tous sont dans une dynamique de développement. L'ouvrage de Walt Rostow, 1960, illustre parfaitement cette vision qui postule que le développement économique, TAKOF, soit enclenché à partir d'un certain stade de l'histoire des sociétés. S'ensuit donc une croissance auto-entretenue, une croissance durable, self-sustaining growth, écrit Rostow 1960/19, qui devient la fonction normale de l'économie. Cette idée revient en écho dans la théorie économique dominante. Wilfred Beckerman, 1994, relève que le concept de durabilité est analytiquement frivole, puisque la problématique de la croissance conçue par ses condisciples néoclassiques est largement autosuffisante. Elle est censée assumer un rôle automatique de redistribution. Quand le niveau de production s'accroît, le niveau de vie moyen s'améliore, le problème des inégalités de revenus prend alors une tournure moins dramatique. Ces richesses nouvellement créées peuvent servir au financement de la protection de l'environnement. D'autres auteurs au contraire se concentrent sur la distinction à faire entre la croissance et le développement. Le déclin des empires coloniaux et la nécessité de restaurer les économies européennes dévastées par la Seconde Guerre mondiale vont placer la croissance au cœur des préoccupations relatives au développement. C'est dans un contexte de crise de l'orthodoxie libérale et de montée de la révolution keynésienne, dans un cadre géopolitique où la planification soviétique prend l'allure d'une alternative crédible, que le champ analytique particulier de l'économie du développement va progressivement s'imposer. Cette foule d'approches, hétérodoxes pour la plupart, va s'atteler à définir la spécificité de ce domaine d'étude face aux théories économiques standards. La première des convictions qui sous-tend ces analyses s'inspire de l'enseignement des biologistes pour dénier l'assimilation du développement à la croissance. Déjà au début du XXe siècle, Joseph Schumpeter, 1912, s'était interrogé sur la distinction à établir entre les changements quantitatifs et qualitatifs caractéristiques des économies modernes et en arrive à cette phrase célèbre : « Additionnez autant de diligence que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais une locomotive. » La croissance est perçue comme un changement quantitatif, alors que le développement procède d'un changement qualitatif. La croissance est généralement cernée sous la forme d'un relèvement du produit économique global, soit en montant absolu, soit en part relative, PNB par habitant par exemple. Le développement, dans la perspective de François Peyroux, 1974/191, est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global. Malgré la distinction établie entre ces deux phénomènes, ils peuvent aussi être sans corrélation. La possibilité d'une croissance économique sans développement véritable du volet social n'est pas à exclure. Le développement, au sens désormais transitif du mot, n'est donc pas automatique. Loin de se poser en simple retard vis-à-vis des pays riches, la situation des pays du tiers-monde résulte d'une histoire particulière émaillée de violence et semble avoir désormais un caractère original. Une seconde conviction milite pour une étude systématique des caractéristiques structurelles de ces économies qualifiées de sous-développées. Les suggestions faites à ce sujet se résument au fait que ces économies sont dualistes, dépendantes et extraverties. Le dualisme est perçu comme dichotomie entre un secteur traditionnel, caractérisé par un excédent structurel de main-d'œuvre, et un secteur moderne, industrialisé et exportateur. En raison de son importance, le modèle d'accumulation de ces économies est extraverti, essentiellement tributaire des débouchés extérieurs, de l'évolution des prix mondiaux et des décisions des firmes multinationales. Ces réflexions qui conçoivent le développement et le non-développement comme les deux phases de la dynamique capitaliste, deviennent plus aiguës au fil des années.
On assiste donc à un renouveau des travaux sur l'impérialisme qui doit le thème de l'échange inégal, Amin 1971. Pour résoudre le problème de la dépendance, les auteurs suggèrent des stratégies de rupture avec le commerce international, des propositions qui font autorité actuellement en matière de développement durable chez certains théoriciens de l'ecological economics. Le développement doit être autonome, endogène, autocentré avec la fixation des seuils d'ouverture vers l'extérieur en se fondant sur l'évaluation des besoins internes prioritaires, le niveau des exportations étant défini selon le niveau des importations jugées inévitables. On se focalise aussi sur l'industrialisation planifiée, sur les industries industrialisantes, à l'instar de Gérard de Berny 1966, qui à la suite de François Pérou parle des pôles de développement. Que dire du développement durable ? La notion de développement durable s'est imposée comme thématique fondamentale dans les discours contemporains. Elle constitue désormais l'élément focal de la rhétorique des acteurs concernés par les questions d'environnement et de développement. Avec le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg, le grand public s'y est familiarisé grâce à l'ensemble des commentateurs, notamment les journaux économiques, la presse féminine, sans oublier les publicités des annonceurs. Au-delà d'un incontestable effet de mode, cette notion présente un très grand flou sémantique induit par sa récurrence dans les discours. Même si une des définitions proposées dans le rapport Brundtland III fait l'unanimité dans les discours, il en existe bien d'autres qui donnent lieu à de multiples interprétations. La difficulté de traduire l'expression Sustainable Development, qui ne trouve pas de correspondance littérale dans la langue française, accroît la confusion. Des distinctions entre les qualificatifs de durable, soutenable, viable ont été proposées en vue de déblayer le terrain, mais la diffusion est rapide et l'inconstance sémantique se renforce. Pour ordonner cette foisonnante littérature, il convient de revenir sur les origines et les antécédents de l'idée de développement durable, sans perdre de vue qu'en dépit de l'existence d'un certain nombre de travaux, Petzet 1989, Godard 1994, Vivien 2001, sur cette question, l'histoire de cette notion, construite aux frontières de plusieurs disciplines et traditions intellectuelles, reste encore inépuisée. Pour cerner les contours véritables de ce concept, il importe d'abord de recentrer la question du développement durable autour d'une ancienne polémique économique, relative à l'étude des contradictions induites par le processus d'accumulation des richesses. Ensuite, on pourra se focaliser sur ce qui peut apparaître comme une des contradictions majeures de cette dynamique accumulative, notamment la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Même si elle était demeurée présente dans la conscience universelle jusqu'alors, la question environnementale acquiert une importance toute particulière à l'entrée des années 70 et va entraîner une mise en cause du modèle de la croissance économique. Enfin, il conviendra d'explorer la reconnaissance institutionnelle de la convergence des deux problématiques précédentes. Dans un contexte où les théories du développement sont en quête d'une nouvelle crédibilité, et où le débat sur la croissance devient plus houleux en raison de la prise en compte inéluctable de la problématique environnementale, le développement durable se pose comme un nouveau modèle et une nouvelle finalité appelant des exigences concrètes. La croissance est-elle synonyme du développement durable ? Certaines réflexions sur la croissance conçoivent le développement durable comme une donnée préexistante à l'émergence du concept. William Nordhaus, 1994, souligne en conséquence que pour définir un critère de durabilité, il faut se référer à une définition du revenu suggérée par John Hicks, 1946, un des initiateurs de la microéconomie, et évaluer la quantité de richesse consommable pendant une période, sans qu'il y ait appauvrissement entre le début et la fin de cette période. En s'en tenant à cette proposition, la problématique du développement durable achoppe sur les interrogations relatives aux conditions favorables à la création d'un surplus économique et à l'accumulation des richesses sur le long terme. Cette problématique, aussi vieille dans une certaine mesure que l'économie politique, suscite de multiples interprétations réparties en orthodoxie ou hétérodoxie, selon que les opinions soutiennent que, laissé à lui-même, le jeu économique capitaliste recèle un grand potentiel de crise ou non. La récurrence dans ce spectre d'analyse des notions de déséquilibre et de contradiction
tant d'un point de vue social qu'environnemental relativise l'importance de l'accumulation des richesses. Aussi, s'impose-t-il de trouver un équilibre entre croissance économique, dynamique sociale et contraintes environnementales. Certaines approches conçues dans ce cadre ont ressurgi dans le débat contemporain autour de la définition du développement durable. Ces analyses des conditions de l'accumulation des richesses prennent une tournure plus complexe dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsqu'il est question d'éluder les particularités des économies du tiers-monde, et alimentent la polémique portant sur la distinction à opérer entre croissance et développement. Les notions au cœur de cette polémique opposent les tenants d'une croissance durable à ceux qui soutiennent l'idée d'un développement durable. Mais, la croissance ne saurait être l'équivalent du développement durable dans un contexte où elle est susceptible de provoquer le développement et en assurer la durabilité. Croissance économique et développement durable. La vision économique classique a une approche dynamique des sociétés. Cette approche stipule que l'enrichissement des nations découle de l'accumulation du capital par une certaine partie de la société. Une fois réinjecté dans le circuit économique, le surplus économique permet un accroissement de la production, par le biais de la division du travail et du progrès technique. Bien qu'il soit parfaitement conscient des tensions opposant les différentes classes sociales autour de la redistribution des richesses ainsi créées, cette approche privilégie la régulation marchande pour assurer la poursuite de cette accumulation capitaliste. Cependant, les limites de l'accumulation apparaissent dans le jeu du principe de population de Malthus, 1798. Assurer les besoins d'une population croissante oblige à exploiter des terres de moins en moins fertiles, et ces difficultés croissantes de production affectent le prix de vente du blé, qui est un des éléments clés de la formation des salaires. Ces derniers étant en hausse constante, le taux de profit perçu par les capitalistes va décliner, les poussant à réduire leurs investissements, et l'État stationnaire va ainsi céder à l'état progressif des nations. Si Smith et Ricardo trouvent déplorable l'état stationnaire du système capitaliste, il en va autrement pour John Stuart Mill 1848/297. J'avoue, écrit-il, que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle, au lieu d'être simplement une des phases désagréables du progrès industriel. Cet auteur présente comme l'a montré Martin O'Connor, 1995, ce qui peut être perçu aujourd'hui comme une éthique pouvant servir de fondement à l'instauration d'un développement durable. Stuart Mill souligne ainsi que la non-croissance de la population et du capital ne se trouve pas aux antipodes de la liberté individuelle, et n'implique pas la fin du progrès, qui peut prendre la forme d'une réduction du temps de travail et d'une amélioration du niveau de vie. Ce ne sera, écrit-il, que quand, avec de bonnes institutions, l'humanité sera guidée par une judicieuse prévoyance, que les conquêtes faites sur les forces de la nature par l'intelligence et l'énergie des explorateurs scientifiques deviendront la propriété commune de l'espèce et un moyen d'améliorer et d'élever le sort de tous. On peut déceler, comme le pensent Lassen Abdelmalki et Patrick Mundler, 1997/31, une prise de position qui n'est peut-être pas très différente de l'austérité joyeuse proposée par des auteurs comme Ivan Illich 1973 ou André Gortz 1988, c'est-à-dire un modèle de société où les besoins et le temps de travail sont restreints, mais où la vie sociale est plus riche parce que plus conviviale. De toute façon, cette théorie de l'état stationnaire traduit l'idée qu'en vieillissant, par sa dynamique propre, le capitalisme va progressivement dégénérer en un type de société dont les valeurs seront plus respectueuses de l'homme et de la nature. Karl Marx va remettre en cause cette vision du long terme qui demeure optimiste. À ses yeux, la chute notoire du taux de profit dérive de facteurs inhérents à la logique capitaliste. À l'opposé donc des classiques, Marx réfute le fait qu'une économie capitaliste puisse durablement rester dans un état stationnaire. Cette économie est plutôt porteuse de crise, et sa dynamique repose sur le gaspillage des ressources matérielles et humaines. Bien que cette critique se concentre sur les contradictions sociales qu'engendre le mode de production capitaliste, elle recèle aussi ce que certains marxistes contemporains, comme James O'Connor, 1992,
désigne comme la seconde contradiction du capitalisme, caractérisée notamment par l'apparition de problèmes environnementaux. Ainsi en est-il de l'agriculture et de la foresterie, où ce constat apparaît le plus clairement chez Marx, 1867 sur 998. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste, écrit-il, est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La privatisation croissante des moyens de production se trouve résolument aux antipodes de l'idée d'une gestion à long terme des richesses de la planète, et Marx, plus circonspect que sa postérité intellectuelle vis-à-vis de la question du progrès, esquisse l'idée d'une maîtrise de la nature 4. Dès les années 1860, l'industrie prenant le pas sur l'agriculture, des analyses fondées sur la thermodynamique et la théorie malthusienne amènent nombre d'auteurs libéraux à reprendre cette image d'une économie destructrice, caractérisée par la fuite en avant et une vision à court terme, et à mettre en garde contre des rythmes d'exploitation de certaines ressources et contre la destruction des équilibres naturels. Ces préoccupations de fin du progrès vont s'accroître jusqu'à la Première Guerre mondiale, moment où d'autres types de problèmes politiques et économiques occulteront les préoccupations pendant quelques décennies. Avec la grande crise de 1929, la croyance en une croissance économique auto-entretenue est remise en cause par les analyses de Keynes. Le principe selon lequel l'idée que l'État doit obligatoirement engager une politique économique, pour stabiliser la croissance, refait son chemin. À l'opposé des principes généralement admis, Keynes ne se contente pas d'affirmer qu'à long terme, nous serons tous morts. Le devenir des sociétés d'abondance motive aussi ses préoccupations. Il préconise une diminution du temps de travail quand la croissance de la productivité aura fait son œuvre, et s'interroge sur le bouleversement que cela pourrait susciter au niveau des valeurs sociales dominantes. Comment, se demande Keynes, 1930 sur 136, employer la liberté arrachée aux contraintes économiques? Comment occuper les loisirs que la science et les intérêts composés auront conquis pour lui, de manière agréable, sage et bonne? Ces réflexions sur l'évolution à long terme des valeurs et sur l'émergence d'une société post-matérialiste correspondent à certaines analyses contemporaines relatives à la définition d'une éthique de la durabilité. À cela s'ajoute le fait que la démonstration de Keynes selon laquelle une certaine équité sociale s'accompagne nécessairement de l'efficacité économique du système capitaliste, se recoupe avec l'idée qu'un développement durable doit concilier des objectifs économiques et sociaux habituellement opposables. Cette exigence n'est d'ailleurs pas étrangère à la longue période de croissance traversée par les pays occidentaux, et qui est connue sous le vocable des Trente Glorieuses. Dans une corrélation avec ces analyses de la croissance économique, la période de l'après-Seconde Guerre mondiale voit aussi se préciser une nouvelle problématique relative au développement économique. Le développement durable selon les écologistes. La notion de développement durable trouve son origine aussi dans des considérations écologiques. La première apparition de cette expression remonte à la Stratégie mondiale de la conservation, un programme conçu par l'Union internationale pour la conservation de la nature avec la collaboration du PNUD, de la FAO, de l'UNESCO et du WWF. Ce document se propose de concilier les objectifs, longtemps jugés disparates, de développement des sociétés humaines et de conservation de la nature. La conservation, explique ainsi l'UICN 1980, est définie ici comme la gestion de l'utilisation par l'homme de la biosphère de manière que les générations actuelles tirent le maximum d'avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures. Voici comment Franck-Dominique Vivien retrace les idées directrices et l'importance de ce document qui est le fruit de la collaboration entre divers organismes internationaux. Ce programme vise à assurer la préservation des principales ressources naturelles indispensables à l'humanité, à maintenir les systèmes et processus écologiques entretenant la vie, à préserver la diversité biologique dont dépendent la plupart de ces processus et systèmes et enfin,
à veiller à l'utilisation durable des écosystèmes et des espèces dont sont tributaires aussi bien les communautés rurales que les grandes industries. La stratégie de l'UICN repose, d'une part, sur l'exploitation des opportunités offertes par les innovations industrielles, biotechnologie notamment, et d'autre part sur une éthique particulière qui veut que la nature soit protégée pour elle-même, indépendamment des ressources qu'elle peut fournir. La stratégie mondiale de la conservation a joué un rôle de premier plan dans la préparation de la conférence de Rio, l'UICN ayant publié entre-temps une nouvelle version de ce texte, et dans la rédaction de la Convention sur la diversité biologique. Cette idée d'un rapprochement entre la protection de la nature et le développement économique a des racines lointaines dans le mouvement conservationniste nord-américain, qui connut ses heures de gloire au tournant des XIXe et XXe siècles. En effet, les racines historiques d'une telle vision du développement économique remontent au début du XXe siècle. Et en 1909, dans une déclaration devant le Sénat américain, Theodore Roosevelt V élude sans ambiguïté la question de la poursuite du développement à long terme. Avec la croissance constante de la population et l'augmentation encore plus rapide de la consommation, notre peuple aura besoin de plus grandes quantités de ressources naturelles. Si nous, de cette génération, détruisons les ressources qui seront nécessaires à nos enfants, si nous réduisons la capacité de notre terre à soutenir une population, nous diminuons le niveau de vie, nous enlevons même le droit à la vie des générations futures sur ce continent. En réponse à ces préoccupations, on préconisa parfois que les pays à revenus faibles renforcent leur croissance économique, alors que les pays à revenus élevés réorientent leur développement sur des exigences de durabilité. On aboutit ainsi à deux pôles de réflexion antagonistes. D'un côté, on trouve dans le même ordre d'idées que Gifford Pinchot et des partisans de la conservation demandent une exploitation raisonnable de l'environnement, avec constitution de réserves naturelles en vue d'accroître la production. D'un autre côté, John Muir est chef de file des partisans de la préservation, qui réfute la propension à concevoir l'environnement comme un simple réservoir de ressources. Les partisans de la préservation se justifient de leur point de vue en évoquant la wilderness, une autre vision de la nature sauvage, où le pionnier qu'est le citoyen nord-américain peut venir se ressourcer et se régénérer. Cette polémique persista jusqu'à la Première Guerre mondiale, notamment au sein des commissions nationales sur la conservation des ressources naturelles mises en place aux États-Unis et au Canada, et qui serait dans une mesure l'origine des commissions nationales pour le développement durable. Du côté canadien, cette commission suggérait la réduction des gaspillages dans les activités d'extraction, de transformation et de consommation des ressources non renouvelables, le recyclage systématique de tous les sous-produits industriels connus, la gestion raisonnée des ressources renouvelables et la protection des espèces animales. Ce n'est que près de 2 décennies après la Première Guerre mondiale que ces recommandations seront inscrites dans les actions politiques des nations contemporaines. Le développement durable, un concept mondial. En 1983, l'Assemblée générale de l'ONU institue la création de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, CMED, avec comme président Gro Harlem Brundtland. Cette organisation a une vision ternaire, à savoir faire l'état des lieux des problèmes d'environnement et de développement et faire des propositions pour une action novatrice, concrète et réaliste, suggérer de nouvelles modalités de coopération internationale susceptibles de provoquer les changements souhaités, aiguiser les consciences et mobiliser l'ensemble des acteurs. Le diagnostic établi fait écho aux constants antérieurs. Certains modèles de développement affectent l'environnement négativement. Un environnement dégradé constitue un obstacle aux possibilités de développement. Il convient donc de concilier et d'harmoniser ces deux problématiques. Le développement durable se pose donc comme remède à la crise globale. Le développement soutenable, écrit la CMED 1987/10-11, n'est pas un état d'équilibre, mais plutôt un processus de changement dans lequel l'exploitation des ressources, le choix des investissements, l'orientation du développement technique ainsi que le changement institutionnel sont déterminés en fonction des besoins tant actuels qu'à venir. Se pose alors la question de la stratégie à mettre en œuvre. Le premier objectif prioritaire fixé par le rapport Brundtland, 1987/58,
vise la reprise et l'instauration d'une nouvelle ère de croissance économique. Un chiffre annuel de 5 à 6% est suggéré pour les pays en développement, alors que pour les pays industrialisés, ce chiffre varie de 3 à 4%. Le second objectif se traduit en termes de modification du contenu de cette croissance. En d'autres termes, il faut promouvoir des activités et des techniques plus écologiques, notamment celles qui exercent des pressions légères sur les matières premières et l'énergie. Comme l'écrit la CMED, 1987/19, il est question de produire plus avec moins d'énergie, un principe qui n'est pas fondamentalement différent de la logique économique habituelle. La CMED prône par ailleurs une approche élargie du développement. Autant dire que le développement ne se réduit pas à la croissance, et que chaque pays doit s'employer à trouver sa propre voie. La grande variabilité des systèmes socio-économiques et écologiques empêche l'existence d'un modèle idéal de développement durable. Le CMED, 1987/69, exhorte les pays en développement à une maîtrise de leur démographie et à un mode de consommation différent de celui des pays industrialisés. Le chapitre concernant les objectifs de préservation et de valorisation des ressources naturelles adhère aux thèses des protecteurs de la nature. En un sens, il importe que l'exploitation des ressources naturelles se fasse de manière optimale, dans le cadre de la bioéconomie. D'un autre côté, le rapport Brundtland, 1987/67, souligne que les espèces animales et végétales ne doivent pas être uniquement protégées dans l'optique de développement. Cette protection doit aussi procéder d'une obligation morale de l'humanité vis-à-vis des êtres vivants et des générations futures. Enfin, il importe d'incorporer les préoccupations environnementales aux orientations techniques et de manière générale, dans toutes les décisions. Cela exige aussi un certain nombre de réformes institutionnelles et juridiques. Consolidation des agences internationales chargées de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources, PNUD, Banque mondiale notamment, participation plus grande du public, des ONG, de la communauté scientifique et des industriels aux prises de décision, coopération plus large au niveau international, etc. Initiée par les rédacteurs du rapport Brundtland, la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement se tint à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, presque 20 ans jour pour jour après celle de Stockholm. Le parallèle entre les textes sanctionnant ces deux conférences est révélateur de l'évolution dans la problématique. Aussi Franck-Dominique Vivien s'emploie-t-il à les comparer. La déclaration de Rio réaffirme celle de Stockholm et entend lui donner de nouveaux prolongements. Déjà présente dans la déclaration de Stockholm, l'idée du rapprochement de la problématique du développement de celle de l'environnement figure de manière centrale dans celle de Rio. La question démographique y apparaît moins préoccupante, et les références à la nature et à l'épuisement des ressources renouvelables ont presque disparu. En revanche, on assiste à une montée en puissance de la société civile, des ONG notamment. Autres acteurs ayant fait leur entrée en force sur cette scène internationale, les représentants du monde des entreprises dont le rapport Brundtland attend beaucoup. Ainsi qu'en témoigne l'ouvrage coordonné par Stéphane Schmeideny, 1992, qui fut l'un des principaux conseillers de Maurice Strong lors de la préparation du sommet de Rio pour les questions touchant l'industrie. Les entreprises font désormais entendre leur voix, en donnant leur propre vision du développement durable et en faisant un certain nombre de propositions censées aller dans ce sens. Il est ainsi de plus en plus question d'écologie industrielle, Frosch-Gallopoulos, 1989. Parallèlement à cette évolution, la référence à la planification, qui figurait dans la déclaration de Stockholm, a disparu. L'heure est plutôt désormais au respect du principe de précaution et au jeu de la régulation marchande, ainsi que cela est envisagé dans le cadre de la Convention sur le changement climatique avec l'instauration d'un marché de permis de droit à polluer, ou dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, avec le développement d'un commerce international de gènes. À côté de la déclaration de Rio, la conférence a permis en effet la signature de ces deux conventions et de deux déclarations non contraignantes portant sur les forêts et sur la désertification. L'Agenda 21, volumineux document, 40 chapitres, 800 pages, fixe un programme d'action à entreprendre pour atteindre les objectifs définis.
L'importance des questions abordées, pauvreté, gestion des différentes ressources, aménagement de l'espace, équité dans la distribution des richesses, participation des minorités au processus de décision, demeurent marquantes. 2 décennies plus tard, les problèmes sont demeurés intacts et le développement durable est plus que jamais d'actualité. Les discussions au sommet de Johannesburg tenues entre le 26 août et le 5 septembre 2002 ne poussent pas à beaucoup d'optimisme. En dépit des intentions de lutte contre la pauvreté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.